Michael Prérazan, bonjour. Bonjour. Alors, tu es réalisateur, documentariste, de nombreux sujets entre films et livres sur les totalitarismes, l'antisémitisme, l'islamo-gauchisme et le terrorisme. Tu interviens régulièrement sur les plateaux TV en France depuis le pogrom du 7 octobre en Israël commis par le Hamas. Hamas, frères musulmans, terroristes et régime totalitaire, c'est presque un conducteur de ton parcours. Est-ce qu'on en est là? Oui, enfin, ça fait un petit moment. D'ailleurs, j'avais travaillé sur les frères musulmans longuement à travers pour un documentaire et ensuite un livre. On était au lendemain des révolutions arabes. Je m'étais déjà intéressé à eux parce que j'avais fait aussi un travail précédent sur le terrorisme en tant que phénomène, toutes tendances confondues. Et j'avais rencontré à ce moment-là mes premiers frères musulmans à la fois en Égypte, Mohamed Mehdi Akef, qui avait été le chef de la confrérie pendant longtemps, qui était vraiment un historique. Et je m'étais rendu à Gaza, où j'ai rencontré Mahmoud Al-Zahar, qui est l'un des cofondateurs du Hamas, et un type qui s'appelle Al-Bach, Khaled Al-Bach, Khaled, je crois, oui, qui est l'actuel en fait dirigeant du djihad islamique. J'ai beaucoup appris à leur contact. Et oui, je me suis évertué, ou du moins j'ai essayé d'alerter, tant que faire se peut, de ma modeste surface, sur le danger et la menace qui planait sur nous, avec les frères musulmans, leur réseau associatif, leur implantation aussi en Europe et particulièrement en France, et bien évidemment à Gaza. Seulement, à l'époque, en tout cas, personne ne m'a écouté. Voilà. Et donc maintenant, bon, on me demande mon avis et j'aurais préféré qu'on en soit averti quelques années plus tôt. Mais tu étais conscient finalement d'un danger qui soit pas simplement localisé, mais qui soit quelque chose qui soit plus cancérigène? Bien entendu, parce que l'objectif des frères musulmans, et entendons-nous bien, le Hamas n'est que la branche palestinienne des frères musulmans, c'est l'enfant chéri de la confrérie, pour tout un tas de raisons qui seraient trop longs d'expliquer là, mais enfin, en tout cas, les gens pensent que le Hamas est né au lendemain de l'Intifada en 1987. C'est absolument faux. Ezzedine El-Qassam se convertit à la confrérie dès 1930, c'est-à-dire 2 ans après sa création. Les frères musulmans ont été créés en Égypte en 1928. La première branche étrangère va être la branche syrienne, d'où est issu Ezzedine El-Qassam, qui est un Kurde de Syrie, et qui va créer un groupe qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de terroriste, qui combat les colonialismes locaux, c'est-à-dire français et britanniques, et qui, évidemment, fait des razzias dans les kibbutz du foyer juif, en assassinant et en égorgeant femmes et enfants. Donc, il n'y a rien de nouveau, si vous voulez, aussi dans les procédures en cours. Et donc, il n'y a pas de hasard à ce que la branche armée du Hamas, à ce que leurs missiles qui s'abattent quotidiennement sur Israël fassent référence à Ezzedine El-Qassam. C'est le fondateur, et de toute façon, dans l'idée d'un frère musulman, qui plus est palestinien, la question nationale palestinienne n'est absolument pas leur affaire. Les frères musulmans se sont, comment dire, créés contre l'idée du nationalisme arabe qu'ils ont toujours combattu partout où ils se trouvaient. Donc l'objectif, c'est la reconstitution du califat islamique, ce en quoi les frères musulmans ont cru. Ils ont cru leur venue au moment des révolutions arabes, lorsqu'ils ont raflé la mise, notamment en Égypte. Ça n'a pas duré, mais l'objectif à moyen terme, c'est ça. Et l'objectif à long terme, parce que c'est écrit dans leur projet messianique, dans la lecture qu'ils font du Coran, c'est le califat mondial, c'est-à-dire que unir l'humanité autour d'une seule bannière qui est présentée comme étant la vérité, c'est-à-dire l'islam. Donc évidemment, les procédés pour y parvenir sont différents dès lors qu'on se trouve dans le monde arabo-musulman, disons, et dans un territoire comme occidental, comme seraient les États-Unis ou l'Europe, mais l'objectif final est inchangé.
et ils y croient dur comme fer. Ils n'en doutent pas une seconde parce que pour eux, c'est, comment dire, l'objectif, la finalité même de l'islam dans lequel ils croient. Et d'ailleurs, je rajouterais que en 1930, Izzedine Kassam va inventer une méthode de combat, c'est celui du martyr, se faire sauter, etc., la ceinture explosive et autres, et que finalement, c'est récemment le Hamas, l'autre partie, celle qui est née différemment après le Cheikh Yassine, c'est celle d'utiliser les roquettes qui vont effectivement préserver la vie de ces terroristes. Donc, deux phases, en tous les cas, 1930, on voit bien que c'est pas 1987 le début du Hamas. Je vais passer la parole à Galit pour une question. Alors, bonsoir Michael. Bonsoir. On a vu, vous parliez tout à l'heure de cette volonté et ambition d'installer et d'instaurer ce califat mondial. Que ce soit sur le territoire européen aujourd'hui, il s'en cache plus tellement. On a vu à l'occasion des manifestations pro-Hamas un petit peu partout en Europe, surtout en Allemagne et en Angleterre, je crois, des manifestants crier et appeler au califat mondial et avec des drapeaux et des slogans qui cachaient pas grand chose finalement de leurs ambitions. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vous en ce moment quand vous intervenez sur les plateaux, parce qu'on sait par exemple qu'il y avait eu cette grande polémique autour de cette mosquée, de ce projet de mosquée à Strasbourg qui effectivement venait de cette mouvance un peu turque aussi. C'était, je crois, des Turcs, mais c'était aussi dans cette mouvance des frères musulmans. On voit que ça prend en France, surtout puisque c'est la France qu'on connaît, nous, vraiment une ampleur sans précédent. Et malgré tout, je voulais vous connaître votre sentiment, votre ressenti quand vous arrivez sur les plateaux télé ou à la radio et que vous venez vous expliquer, vous raconter ça, vous dites, vous dénoncez ce qui est en train de se passer et pour autant, on sent une sorte de... En hébreu, on dit adishut, une sorte de nonchalance comme ça par rapport à ce qui est en train de se passer, qui nous, en tout cas vu d'ici, nous effraie pas mal pour la France et pour l'Europe. Il y a beaucoup de choses. Si on replace l'événement du 7 octobre dans la longue continuité des crises entre Gaza et Israël, qui est toujours, si vous voulez, une sorte de, comment dire, en général, ça dure très peu de temps, ça dure une semaine, ça dure 10 jours ou quelques jours, mais il y a une sorte de passe-droit à l'antisémitisme durant cette période-là. C'est-à-dire qu'on peut ouvertement faire montre de ce qu'on pense vraiment, bien sûr d'Israël, mais à travers Israël, des Juifs. Donc il y a toujours ces explosions en France, mais ça doit être le cas dans beaucoup d'autres pays, et si j'ai bien compris, ce sera de plus en plus le cas dans les pays anglo-saxons. C'est quand même la grande surprise aussi de ce qui s'est passé, même si on pouvait s'y attendre, évidemment, après le 7 octobre en termes de réaction d'opinion publique, entre guillemets. Donc il y a toujours eu ça. Je trouve que là, c'était différent à deux égards. L'un qui est positif, l'autre qui est très négatif. Ce qui est positif, c'est que je mets de côté LFI, et même pas LFI, la NUPS. Voilà. Bon, ça se... Écoutez, ils ont fait leur beurre de l'antisémitisme, ils draguent les plus bas instincts de ce qu'ils pensaient de la communauté musulmane. Malheureusement, au vu des derniers sondages, sans doute à juste raison, c'est leur stratégie et c'est sans doute aussi leur conviction. Je mets ça de côté. Mais du point de vue de la classe politique, du point de vue des médias d'une manière générale, et je trouve que ça s'est beaucoup mieux tenu que les fois précédentes. Il y a eu quand même une compréhension de ce qui s'est produit et de la nécessité évidente pour Israël de réagir. Et ça voilà, il y a eu des variations, il y a des atermoiements concernant la population civile de Gaza, etc. Mais d'une manière générale, ça continue. Donc je trouve que c'est quand même un bon signe. Et bon, le gouvernement, avec tous ses défauts et ses revirements spectaculaires du jour au lendemain, en gros, ça s'est tenu tout de même un peu mieux aussi. On n'est plus vraiment quand même que dans la politique du Quai d'Orsay de l'époque, la politique arabe de la France. Il y a quelque chose qui a bougé quand même, sans doute pas suffisamment,
Mais c'est ça. Du point de vue de la population française, je pense que très majoritairement, elle soutient Israël. Maintenant, il y a un socle islamo-gauchiste, antisémite, antisioniste bien évidemment, qui constitue sans doute le socle dur de LFI, qui est aussi, disons, entre 12 et 15%. C'est très important. Mais ça n'est pas la totalité de la société française qui, je crois, même si elle est teintée d'indifférence, a été tout de même choquée par les massacres du 7 octobre et inquiète par la propagation, ou du moins les effusions d'antisémitisme qu'immédiatement après a connu la France. Voilà. D'ailleurs, on a vu dans le sondage du CRIF, IFOP, paru récemment, que 70% des Français comprenaient l'attitude d'Israël, la riposte d'Israël vis-à-vis du Hamas. On a vu également d'ailleurs que la plupart d'entre eux, mis à part les 19% de LFI, d'ailleurs je crois que c'était à peu près leur résultat aux dernières élections, mis à part ces 19% qui assimilaient Hamas à un mouvement de résistance, on a vu que les Français finalement, dans une grande majorité, je rentre pas dans les détails de la jeunesse, etc., mais dans leur grande majorité, finalement comprenaient ce qui se passe finalement ici. Il semblerait même qu'il y ait un distinguo entre ce monde politico-médiatique et puis ce pays réel dont certains écrivains parlaient. Donc il y a quelque chose ici qui peut être rassurant. Mais je voudrais revenir à un livre que vous avez écrit, La passeuse, alors maintenant je dis vous, mais que tu as écrit, c'était La passeuse des Saint-Aubrais, pardon. Et tu fais dire au petit garçon, bon, je vais pas spoiler, mais c'est ton père, et tu fais dire au petit garçon, ma petite enfance a été hantée par la Shoah. Le parallèle a été communément admis par tout le monde qu'il y a eu un pogrom le 7 octobre, commis par le Hamas. Est-ce que, je sais qu'il y a de la distance, que c'est quelque chose qui te touche personnellement, et sur un sujet sur lequel tu as beaucoup étudié, beaucoup travaillé, est-ce que on peut aller jusque-là, quand on parle du 7 octobre, de faire ce rappel de la Shoah? C'est ce que j'ai essayé de dire quand on m'a invité sur des plateaux en France, c'est que il faut replacer cet événement dans l'histoire juive pour comprendre en quoi cet événement résonne chez les Juifs. Et je sais même pas à quand remonter. Est-ce qu'on doit remonter aux croisades? Est-ce qu'on doit remonter au pogrom des Cosaques? Est-ce qu'on doit remonter à la Shoah? C'est l'histoire juive est ponctuée de ces massacres génocidaires, c'est-à-dire des massacres dans l'intention d'en finir avec les Juifs, soit symboliquement, soit réellement, mais toujours accompagnés de viols, de violences. Et bien sûr que c'est, comment dire, vous savez, j'ai passé pas si longtemps, mais quand même plusieurs jours à Gaza. J'y ai vu des bons côtés, c'est-à-dire la vie, les gens, et j'y ai vu la prégnance de cette idéologie qui règne maintenant sans échappatoire depuis près de 20 ans à Gaza, avec laquelle on serine, on biberole les enfants dès le plus jeune âge à la haine des Juifs et à la déshumanisation des Juifs. Les Juifs sont toujours accompagnés de cette sourate, vous savez, les hadiths, c'est un peu le fourre-tout de tout ce qu'on n'a pas pu mettre dans le Coran de plus horrible. C'est là où vous avez l'ourdou, la fameuse sourate pour laquelle un Juif se cache derrière une pierre, tue-le, etc. Et il y a toujours cette mention, dès qu'on parle des Juifs, en disant que ce sont des fils de singes et de porcs. Et cette déshumanisation serinée en permanence
dans les programmes pour enfants de la TV, de Al-Aqsa TV, dans les discours des dirigeants en permanence, fait que il y a nécessairement, si en plus c'est l'ennemi, c'est eux ou nous, ça c'est le discours nazi, eh bien à ce moment-là, sachant que évidemment la confrérie a été extrêmement, massivement influencée par l'antisémitisme nazi dès la fondation, je pourrais y revenir, vous avez là, un chaudron de haine et de possibilités génocidaires qui n'attend qu'une étincelle pour éclater. Et c'est ce qui s'est passé le 7 octobre. Et c'est ce qui explique aussi cette espèce de barbarie invraisemblable qui s'est exprimée et extériorisée ce jour-là. C'est ce mélange de tout ça, voilà, d'antisémitisme nazi, d'impérialisme islamiste, d'éducation à la haine et de déshumanisation de l'autre, avec, comme toujours dans l'islam, évidemment, un ciblage particulier vers les femmes. Richard Rossin, une question ? Avec plaisir. D'abord, je soutiens complètement ce que tu dis sur les rapports non seulement historiques entre les frères et les nazis. On connaît Amin al-Husseini à Berlin avec Himmler, puis Hitler. Tu as raison sur les deux aspects, et de la haine et de la déshumanisation du juif. Je voudrais juste, sur ce problème-là, simplement rappeler que les nazis, comme les frères musulmans, pensent qu'ils font le bien. Ils ne pensent pas faire le mal, ils sont persuadés qu'ils font le bien. Et on assiste à un choc de civilisation. Pas un choc, à une confrontation de civilisations différentes. Donc le combat est d'une violence extrême. Et à mon sens, Israël aujourd'hui, dans sa guerre, ne cherche pas à se venger. C'est des conneries de sous-journalistes, la vengeance. Non, malheureusement, c'est Netanyahou qui l'a dit. Bah, je comprends pourquoi il l'a dit et au moment où il le dit. Mais enfin, c'était, voilà, après, c'est pour nous. Chacun peut laisser s'échapper des mots. Ce terme. Des mots par hasard. Je te reconnais bien là. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas une guerre de vengeance. C'est une guerre pour des valeurs. Et il me paraît urgent que l'Occident comprenne que c'est une guerre pour des valeurs et que le dernier rempart avant le déferlement sur l'Occident, c'est Israël. Et à cet égard, je te trouve un peu complaisant avec Monsieur Macron, qui certes, sous le coup de l'émotion, est venu à Jérusalem, a visité le Sud, puis toute la région, Ramallah, le Caire, etc., qui a fait envoyer 2 porte-hélicoptères dits humanitaires dont les capacités d'hospitalisation ne dépassent pas les 4 lits. Et qu'on peut encore se demander aujourd'hui à quoi servent ces 2 porte-hélicoptères qui n'ont envoyé sur le terrain aucune équipe médicale, qui n'ont évacué des hôpitaux sur lesquels on pleurait. Richard, alors je te coupe tout de suite. Je n'ai aucune complaisance avec Macron. Non, je sais. C'est le jeu absolu. Et je ne veux pas du tout répondre, si tu veux, des errements du président français sur ces questions-là. Vraiment. C'est vrai qu'au départ, même nous, même moi, j'ai été vraiment impressionnée et étonnée. Du soutien qui était quasi unanime, alors qui a duré jusqu'au 9 à peu près octobre. 48 heures. L'unanimité, oui, ça a pris ça à peu près. Et vraiment, Yael Braun-Pivet qui vient sur le terrain, la présidente de l'Assemblée nationale. Oui, donc vraiment, il y a eu un vrai, il y a eu quelque chose d'important. Et puis, tout d'un coup,
il y a eu Yacine Bellatar. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais finalement, il y a eu la marche contre l'antisémitisme, il est pas venu, et puis après, il y a eu cette petite dérive tranquille d'Emmanuel Macron. Je suis d'accord. C'est-à-dire qu'après, ce coup d'éclat inaugural est juste. Il est allé de raté en raté, et encore le mot est faible. Donc, je suis tout à fait d'accord. Je crois que la clé de tout ça, c'est que, vous savez, aujourd'hui, combien il y a, 7, 8, peut-être 9 millions de musulmans en France, et je pense que Macron en a très peur. Voilà. Je pense que c'est une question qui le tétanise, et au vu des sondages, derniers sondages qui ont été faits il y a 4-5 jours, ou la semaine dernière, qui révèlent à quel point il y a quand même un bloc musulman en France qui, à plus de 70%, réfute la laïcité, qui, assez massivement, est en opposition avec ce que représente la France et ses valeurs. Oui, il y a une inquiétude qui gagne, et je crois que tous ces aléas, tous ces revirements spectaculaires de Macron révèlent cette faille. Cette faille qui, vous savez, et vous le savez très bien, l'explosion de l'antisémitisme en France n'a pas débuté à partir du moment où Israël s'est mis à frapper la bande de Gaza, où Tsahal est entré dans le territoire gazaoui. L'explosion de l'antisémitisme a commencé le 7 octobre, au moment du massacre. C'est-à-dire que c'est une contagion de la soif de pogrom qui s'est exprimée. Et je crois que, voilà, il y a aussi une clé aujourd'hui de l'indécision française, et je crois que ça révèle que Macron n'est pas à la hauteur. Aujourd'hui, c'est vraiment le régalien qui doit passer devant les impératifs économiques, et c'est les questions disons, du projet français qui doit s'exprimer avec la plus grande fermeté, sachant que cette contagion de l'islamisme qui s'est en France répandue au vu et au su et dans l'indifférence générale au cours de ces 40 dernières années, avec un travail extrêmement minutieux et laborieux des frères musulmans et de leurs alliés salafistes, mais surtout des frères musulmans, de son implantation, du réseau associatif qui a travaillé les populations, comme elle sait le faire partout d'ailleurs dans le monde islamique, ça nous explose à la figure, voilà. Et évidemment, je pense que, à la fois à l'égard de ce qui se passe en Israël et de la situation française, que Macron n'est pas à la hauteur. Seulement, qu'est-ce qu'on va gagner derrière? C'est ça aussi l'inquiétude qui pèse aussi sur nous en France. 1000% d'accord. Tu as parlé sur un plateau de télévision des otages du Hamas comme des trésors de guerre. Et tu connais bien, donc, je le disais, puisque tu as été à Gaza et tu l'as rappelé, tu connais bien le Hamas, comme d'autres mouvements terroristes d'ailleurs, hein, puisque même Carlos et autres, ce sont des mouvements, des courants et des associations que tu connais très bien. Donc bien sûr que la question qui vient tout de suite, c'est est-ce que c'est seulement le Hamas qui pense ainsi des Juifs, ou est-ce qu'il y a un mouvement beaucoup plus large aujourd'hui dans le monde, alors qu'on vient de voir tomber le faux nez? Il a fallu une charte de l'IRA pour nous dire que, attention, ceux qui signent, c'est que derrière l'antisionisme, il y a de l'antisémitisme. Sauf que, aujourd'hui, tout le monde s'affranchit de la charte de l'IRA et parle réellement de slogans anti-juifs. On n'en est plus aux morts simplement aux juifs, mais on rappelle, et c'est peut-être là le lien avec ma question de tout à l'heure, on rappelle Hitler n'a pas fini le travail, etc., etc. Donc il y a quelque chose ici où, comme si on avait franchi le Rubicon. Voilà, on en est là. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, le Rubicon est en train d'être franchi. Si vous voulez, il y a une concomitance de plusieurs choses. J'ai beaucoup travaillé, avant de travailler sur le terrorisme, le Hamas et les frères musulmans, et j'ai beaucoup travaillé sur la Shoah. Et
À cet égard, j'ai rencontré un nombre considérable, il y en avait aussi dans ma famille, de rescapés de la Shoah, et j'ai observé avec angoisse le moment de leur disparition, pensant qu'ils étaient déjà la mémoire de ce qui s'est passé, et qu'ils étaient aussi un garde-fou qui permettait de limiter les expressions de l'antisémitisme, ou en tout cas de contenir l'antisémitisme dans une marge défavorable. Voilà, c'est pas enviable d'être antisémite, c'est même condamné par la loi. Il y a eu ça, et aujourd'hui on y est. C'est-à-dire qu'ils ont disparu pour l'écrasante majorité d'entre eux. Et donc il y a une nouvelle génération qui prend le relais, qui est soit ignorante, soit hermétique à l'événement, et si vous voulez, aux implications politiques que cet événement a eu sur l'après-guerre, et notamment sur notre vision de la démocratie. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, et c'était dans l'air, et oui, j'ai travaillé sur un certain nombre de totalitarismes, je m'étais trompé quand, en 2011, j'ai intitulé mon livre « Frères musulmans, enquête sur la dernière idéologie totalitaire », je m'étais trompé. La dernière, c'est le wokisme. Et le wokisme, d'ailleurs, j'ai fait un film là-dessus. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? C'est-à-dire, tout le monde nous disait c'est un fantasme. Hein. Non, l'islamo-gauchisme existe réellement. Il existe dans nos sociétés occidentales. Il existe dans les universités et les élites qu'on ne pouvait pas soupçonner, notamment américaines. Et il existe aussi un peu partout dans les pays occidentaux, et notamment en France. Et le wokisme est une reformulation, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, Avi, c'est-à-dire, c'est une reformulation de l'antisémitisme présenté comme étant un antiracisme, et donc présenté comme étant, pour celui qui l'exprime, du bon côté de la barrière. Et ça change tout, parce que l'antisémitisme qui veut la mort des Juifs de manière nazie, si vous voulez, est condamné par l'histoire, est condamné par la loi. Mais être antisémite au nom de l'antiracisme, ou d'un antiracisme supposé tel, voilà, si vous voulez, la grande victoire aussi de l'islamisme, en tout cas à court terme, parce que évidemment, à long terme, ces gens sont des idiots utiles, pour ne pas dire des idiots tout court, et à long terme, évidemment, ils subiront le sort des communistes iraniens après la révolution islamique, des communistes divers qui ont pu s'allier en Afghanistan ou autres, aux islamistes, et qui ont toujours fini par être massacrés ou embastillés. Mais ça, ils ne le savent pas, ils ne le voient pas, ils sont aveuglés par la représentation qu'ils se font d'Israël comme un héritier du colonialisme raciste, occidental, etc. C'est la part d'eux-mêmes narcissique qu'ils souhaitent rejeter, et cette part d'eux-mêmes narcissique qu'ils souhaitent de rejeter, c'est Israël, et à travers Israël, les Juifs, qui sont aujourd'hui non plus du côté des dominés, mais des dominants, c'est-à-dire des super blancs. Donc tout ça aussi va avec une foison de théories plus ou moins complotistes. Enfin bref, c'est la bouillie mentale qui rôde, et malheureusement, elle ne rôde pas qu'à Cergy-Pontoise ou à Villetaneuse. Elle rôde à Harvard, à Princeton, à Sciences Po, à Stanford, c'est-à-dire dans ce qu'il va fabriquer de l'élite de demain, et donc ce qui va arriver au pouvoir bientôt aux États-Unis, en Grande-Bretagne et dans beaucoup de pays d'Europe, y compris en France. Il y a une résistance en France, mais enfin, ça gagne. Justement, voilà, vous parliez de la France. Est-ce que vous pensez qu'un 7 octobre est possible prochainement en France? Tout est possible. Le Bataclan a été possible avant qu'il n'ait eu lieu. On ne l'imaginait pas. Oui, bien sûr. Mais vous savez, c'est arrivé à Toulouse, c'est arrivé à l'Hypercachère. J'ai envie de vous dire que je ne veux pas dire que c'est inévitable, mais d'une manière ou d'une autre, je sais que ça se produira. C'est sur ces mots, et d'ailleurs... Très enthousiasmant, n'est-ce pas?
On rappellera aussi ce que disait, c'est je crois à peu près les mêmes termes que prononçait Thibaut de Montbrial sur ça allait arriver, et finalement c'est arrivé avec Crépol, avec d'autres événements qui ont suivi. Je voudrais te remercier vraiment. Quand Mohamed Merah filme la balle qu'il met dans la tête d'une petite fille de l'école Ozar Hatorah, on est le 7 octobre. Avec les GoPro des terroristes du Hamas. Oui. Et je voudrais te remercier vraiment pour avoir parcouru tout le spectre comme ça de la situation. C'est pas facile, mais tu as tellement de cordes à ton arc que tu étais expert dans plusieurs des questions qu'on a pu te poser. Je te remercie. Il y a juste un petit truc que je voudrais te dire pour terminer, c'est que aujourd'hui les Houthis, qui servent bien d'outils d'ailleurs aux Iraniens, sont en train d'attaquer tout le monde, pas simplement Israël, mais en prenant le prétexte d'Israël. C'est peut-être le signe que tout le monde devrait effectivement se sentir concerné par ce qui se passe ici en Eretz Israël. Merci Michael Présent, pardon, et à très très vite sur Tandem TV. Merci à vous. Merci Michael. Merci. Salut Richard. Merci à chacune d'entre vous. Au revoir. Merci, au revoir.